bonjour. D'abord, je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais qui est seulement en partie de ma faute. Le reste étant la circulation intense. D'abord, je suis très heureux d'être à Alger, d'être parmi vous. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu. J'étais un habitué d'Alger dans les années 70, parce que je m'occupais justement des problèmes de pétrole. Et donc, je n'étais pas revenu depuis 1990. Alors, je vais vous parler en quelques mots seulement de présentation. Après, je vais vous laisser poser des questions et je tenterai d'y répondre. D'abord, pourquoi et comment je me suis intéressé à 1830 et particulièrement au 5 juillet. C'est une histoire qui remonte en réalité à une vingtaine d'années. Parce que c'est pas ma première incursion dans l'histoire. J'ai déjà fait un livre en 1987 qui s'appelle Les Chapelières, où je racontais une histoire qui se passe sous la Révolution. Et à cette occasion, j'avais fait la connaissance, si on peut appeler ça comme ça, d'un certain Bourmont, qui n'est pas très très connu en France, donc qui était... moi, je m'y étais intéressé parce que c'était un chef chouan qui s'était beaucoup battu dans l'Ouest à partir de 1795. Et j'avais eu la chance à l'époque de travailler dans les archives de Bourmont, à Bourmont, donc les archives du général de Bourmont, l'homme qui a fait la conquête d'Alger. Et depuis cette époque, j'avais l'intention de revenir sur le maréchal de Bourmont parce qu'il n'est pas connu et il a pourtant une place importante de l'histoire. Je ne porte pas un jugement de valeur, mais objectivement, il a joué un rôle important. Et donc je trouvais que c'était une biographie intéressante parce que d'abord, c'est un personnage sulfureux, c'est quand même le seul ministre de la guerre qui a d'abord été traître à la nation, qui a trahi son pays à Waterloo, et ensuite qui, après la prise d'Alger, donc a fait la prise d'Alger, donc ce qui était évidemment très important, et 3 années plus tard, il a mis son épée au service de Dom Pedro au Portugal, et à cause de ça, il a été déchu de ses droits civiques, et il est mort non français. Donc pour moi, c'était un personnage, je voulais absolument revenir sur lui. Et donc, bien des années plus tard, j'avais donc décidé de faire une bio de Bourmont. Mais je n'ai pas réussi, dans un premier temps, à trouver d'éditeur, parce que Bourmont est tellement méconnu que personne n'en voulait. Et donc, je me suis dit que si, par contre, je me concentrais sur Alger, peut-être que je convaincrais un éditeur de me suivre. Et donc, voilà comment l'enquête... je dois préciser, par exemple, que je dois avoir 200 pages dans mon ordinateur qui n'ont servi à rien, parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup sur ce personnage. Et en travaillant, je me suis évidemment, après je me suis consacré à Alger, et à Alger, j'ai trouvé une partie que j'estimais être peu connue, c'est-à-dire toute l'histoire de la conquête et toute l'histoire du trésor. Et donc pour moi, c'était une totale découverte, et donc à partir de là, j'ai recadré mon sujet complètement en me concentrant donc sur toute l'affaire du trésor. Et là, effectivement, l'éditeur était plus satisfait. Le mot trésor, déjà, et toute l'histoire d'Alger, c'était plus convaincant, ce qui ne m'empêchait pas de parler de Bourmont, qui était l'homme qui avait organisé. Alors, je voudrais résumer en quelques mots avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce que j'ai essayé de raconter? C'est que j'ai voulu un peu démolir l'histoire classique de la conquête d'Alger. J'étais comme tout le monde, j'avais appris dans les livres d'histoire que c'était une histoire que l'origine de tout était le fameux soufflet le 30 avril 1827, le soufflet fait par le dé d'Alger au consul de France Pierre de Val, et qu'à la suite de ça, au bout de quelques années, la France voulait venger son honneur, et
était intervenu à Alger. Et ce que j'ai donc, en travaillant, d'abord, ce que je ne savais pas, et donc j'ai approfondi, c'est que déjà l'histoire du soufflet était en fait déjà une histoire économique, qui était une histoire financière. C'est tout simplement que le dé d'Alger était exaspéré de l'attitude de la France, qui depuis plus de 25 ans refusait de payer une dette qui avait été contractée pendant autour de 1800. Il y avait eu du blé de la Mitidja qui avait servi à approvisionner l'armée d'Italie d'abord et ensuite la campagne d'Égypte. Et la France, qui était n'a pas honoré n'a pas payé, n'a payé qu'une partie. Et donc il y avait un contentieux qui a déjà été réglé en partie entre le premier consul et le dé d'Alger en 1801, ce qui n'a toujours rien donné, la France n'a toujours pas payé. Et à l'arrivée du consul de Pierre de Val en 1816, il y a eu de nouvelles négociations qui ont abouti finalement en 1819 à un accord avec la France, entériné par la Chambre, comme quoi, après réduction de la dette de moitié, la France s'était engagée à payer 7 millions de l'époque à la Régence. Et là encore, la France n'a toujours pas payé. Et donc c'est dans ces circonstances-là, malgré les lettres, le dé d'Alger, qui était quand même d'une grande patience, avait envoyé plusieurs lettres au ministre des Affaires étrangères et au roi. Et dans l'une d'elles, il racontait notamment que le consul, Pierre de Val, dans cette histoire, s'en était mis plein les poches. Il citait même un chiffre de 2 millions de l'époque qui avait été dans ses propres poches. Et donc c'est dans ce contexte-là que Pierre de Val est venu au divan et s'est mis à plaider la cause de bateaux du Saint-Siège, si mes souvenirs sont exacts, et donc le dé d'Alger en disant occupez-vous ça fait des années que j'attends ce règlement, et donc c'est dans ces circonstances-là qu'il a envoyé le coup d'éventail. Et donc c'était déjà une opération financière, et c'est cette opération-là qui a servi de prétexte, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que le fondement même derrière les alibis, derrière le discours qui était de dire que c'était fait pour venger la France d'une part sur son honneur, mais de chasser les pirates barbaresques ou de faire ça au nom de la chrétienté. Il y avait des raisons beaucoup plus prosaïques qui étaient que Charles X était en très très grande difficulté politique, avec une opposition très très forte, et qu'il avait l'intention donc pas de reconquérir le pouvoir, mais de changer et d'abolir la charte et de revenir avec une monarchie monarchie absolue telle que c'était avant la Révolution. Pour ça, il avait besoin d'argent, il avait besoin de grands fonds secrets, et pour financer, pour acheter les consciences, pour acheter l'opposition, pour corrompre. Et il était connu de tous les gens qui consuls ou responsables d'une quelconque façon à Alger. On savait ce qu'il y avait dans la Casbah, dans les caveaux sous le divan, et les plus faibles estimations étaient de 150 millions de francs de l'époque, mais chiffres qui variaient entre 150 et 300 millions. Et c'est donc ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pour des raisons de politique intérieure que tout simplement on a été faire ce pillage, ce hold-up, tout simplement d'aller prendre l'argent pour des raisons de politique intérieure. Et donc c'est Bourmont qui a été chargé de cette opération. Bourmont n'a pas pu mener comme il voulait cette histoire, parce que notamment retardé par quelqu'un qui était opposé à Charles X, qui était l'amiral Dupéré, c'est-à-dire qu'il a fait retarder l'opération. Et donc finalement, l'opération, comme vous le savez, est intervenue le 5 juillet. Là, les élections étaient déjà passées, les élections étaient déjà perdues, et Charles X était
dans sa période finale, si bien que c'est à la fin juillet que Charles X est renvoyé vers l'Angleterre. Et donc Louis-Philippe prend le pouvoir. Je vais revenir sur l'opération même, mais les bruits comme quoi il y a eu des pillages, il y a eu des vols, il y a eu tout ça est arrivé très rapidement en France, notamment par celui qui commandait une division, qui est le général Lauverdeau, et qui a écrit d'abord à sa femme plusieurs lettres, puis ensuite à Polignac qui vivait, enfin qui était pour ses derniers jours à la tête du gouvernement. Et donc, le régime tombe, et dès qu'il y a le nouveau régime, donc, est au courant qu'il y a eu des détournements. Et à ce moment-là, Louis-Philippe nomme tout de suite, demande exactement au remplaçant de Bourmont, qui a fait l'opération, de voir si vraiment il y a eu des détournements. Et donc, il y a Clausel, donc le nouveau général, nomme un personnage qui est important dans l'histoire que je raconte, et que c'est grâce à ce personnage je ne suis pas le seul, mais qu'on a pu remonter la piste de ces pillages. C'est un certain Flandin qui est nommé donc rapporteur de la commission des finances et qui s'aperçoit très très vite, qui mène une enquête au tambour battant, qui s'aperçoit tout de suite qu'il y a eu des détournements, qui s'aperçoit comment, en enquêtant, il s'aperçoit que quand les caisses d'or ne sont pas toutes allées vers le port, mais une partie des caisses d'or sont allées vers les collines pour ensuite aller vers d'autres destinations. Il repère comme ça tout de suite 60 caisses d'or qui n'ont pas été vers le port. Mais dès que Flandin et les enquêteurs s'aperçoivent ça, tout de suite la commission est arrêtée et on absout tout de suite l'armée pour dire qu'il n'y a pas eu de pillage, etc. Et Flandin ne va jamais s'arrêter. Et de 1832 à sa mort, 1853, il va tout faire pour que cette vérité éclate, avec des méthodes un peu contestables, puisqu'il n'hésite pas de temps en temps à pratiquer plus ou moins le chantage, mais grâce à lui, il a laissé un certain nombre de papiers, qui ne servent à rien dans un premier temps, et puis l'affaire elle a vraiment failli sortir, et c'est comme ça qu'on a les plus gros papiers là-dessus. En 1852, 1851-1852, quand Napoléon III est en train de prendre le pouvoir, une des mesures qu'il prend, et c'est de nationaliser, c'est pas ce terme-là, de confisquer une partie de la fortune de Louis-Philippe. Et on lui suggère que si on montrait que Louis-Philippe a bénéficié d'une partie du trésor d'Alger, ben ce serait bon parce que ce serait bon en termes politiques. Et donc on voit Flandin, l'ancien rapporteur de la commission des finances, ressurgir, refaire des notes et des notes et des notes, et pour finir, le préfet de police de l'époque, le préfet de police lance une enquête. Et donc cette enquête qui va aussi tout de suite s'arrêter parce que beaucoup de gens autour de Napoléon ont très peur d'être mouillés donc, dans ces détournements. Et donc, encore une fois, donc, cette affaire va être enterrée. Et il faudra attendre un professeur d'Alger qui s'appelle Marcel Emery pour ressortir et retrouver le fameux dossier du préfet de police, pour ressortir ça et faire un article et une communication à Alger en 1954. Évidemment, il ne choisit pas la bonne date pour sortir ce papier. C'est pas très bon, cette histoire n'est pas très bon pour la France, pas très bon pour l'armée française, etc. Et donc on n'entend plus du tout parler de cette histoire. Et il faudra attendre encore une trentaine d'années, oui, plus de 30 ans, pour qu'un auteur algérien, M. Hamdani, reprenne l'histoire. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, l'histoire, elle retombe encore, pour que finalement Péan, votre serviteur, reprenne encore l'histoire.
Et en partant à la fois de Flandin, à la fois du professeur émérite, et en trouvant des documents inédits, tout simplement, les documents les plus importants que j'ai trouvés, c'est à Londres, parce qu'il y avait tout simplement, pour des raisons évidentes, à l'époque, en France, la France, quand elle lance cette opération, et qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire d'Alger, parce que ça, c'est une chose aussi qui est importante. Au début, il n'est pas question de coloniser, c'est tout simplement d'aller monter l'opération telle que je l'ai décrite. Et la France donc est en opposition. L'Angleterre surveille ça avec une grande opposition, mais ne s'oppose pas physiquement à l'opération. Mais il y a donc un consul qui s'appelle St. John, un consul qui est à Alger, et qui donc surveille ça, qui a des instructions de surveiller tout ça, et qui, au jour le jour, fait des dépêches au Foreign Office et raconte toute l'histoire du trésor, et il le chiffre, et surtout il est un observateur privilégié, donc ça je me suis beaucoup servi de ça. Pourquoi? Il est observateur privilégié, non seulement il a très bonne relation avec le D, donc dans une opération triangulaire évidemment contre la France, mais surtout il est très très proche du Ras Nadji, donc je ne sais pas comment dire, le grand financier, celui qui gère le trésor. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé dans les dépêches quelles sont les confidences du Ras Nadji à Saint-John. Et que dit le Ras Nadji? Il dit que à la commission des finances on l'a obligé à dire qu'il n'y avait que 50 millions dans les caisses. Ça, c'est la première chose, puisque ça, c'est la version officielle, toujours officielle, qui est il y a eu grosso modo 50 millions de francs de l'époque qui sont partis des caveaux pour aller dans le trésor français. Et somme qui couvrait un peu au-dessus des prix de la conquête. Ça, c'est la version officielle. Et le Ras Nadji, on lui a demandé de dire qu'il n'y avait que 50 millions dans les caisses. La deuxième chose aussi, il a été obligé de dire qu'il n'y avait pas de document comptable, ce qui est faux. Donc pas de document comptable, 50 millions, c'était ça ce qu'on a obligé, et ça il raconte, le Ras Nadji le raconte à Saint-John, et il y a les estimations du trésor faites par le Ras Nadji, et donc ce que je dis, alors si on prend stricto sensu le trésor proprement dit, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans les caveaux sous le divan, on est autour de 250 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire 5 fois plus en tout cas que la version officielle. Donc pour avoir une correspondance tout à fait approximative, pour avoir par rapport au franc 2001, il faut multiplier par 50. Alors 50 multiplié par 250, je ne sais plus combien, ça va faire 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros. Mais si on prend le trésor dans son acceptation totale, c'est-à-dire l'or et l'argent qu'il y avait sous le divan, plus les pierreries, plus les bijoux, et plus tout ce qui a été pillé dans Alger, c'est-à-dire que ce soit les canons, que ce soit tout ce qu'il y avait dans les réserves, ce qu'il y avait dans les maisons, ce qu'il y avait à la monnaie, ce qu'il y avait tout ça, on arrive, alors c'est évidemment tout à fait approximatif, mais on arrive à des chiffres qui sont en termes d'euros, en ordre de grandeur, en tout cas autour, ou sans doute supérieur à 4 milliards d'euros. On dit tout ça à la louche parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et où est allé cet argent? Alors, il y a une partie donc, qui est tout à fait officielle, une partie, donc 50 millions, est allée vers le trésor français. Une partie, sans doute la partie la plus importante, a été vers Louis-Philippe, pas pour l'État français, mais pour ses propres poches. Une partie a été pour Bourmont, et j'ai retrouvé les traces dans toutes les conspirations de 1832, les conspirations carlistes, qui sont des tentatives de monter avec la duchesse de Berry pour renverser Louis-Philippe. J'ai trouvé dans les documents, notamment à Nice, des documents en Italie, des traces de pièces d'or qui à l'évidence proviennent d'Alger.
Donc pour Mont, et puis il y a aussi alors ceux qui ont fait le coup, tout simplement les militaires, alors pour des raisons totalement personnelles, qui se sont remplis les poches, et donc dont on trouve après les enrichissements. Les gens partent, des gens comme le baron Denier ou Firino partent avec des dettes à Alger et reviennent et peuvent s'acheter des hôtels particuliers, avoir des attelages, avoir donc un train de vie qui n'a strictement aucun rapport avec le train de vie du départ. Donc un certain nombre de militaires tout simplement. Et puis il y a aussi les privés, la société privée qui a organisé tout le transport des approvisionnements, c'est la maison cellière. Autrement dit, il y avait la maison. Il y avait la partie totalement militaire, c'est-à-dire l'acheminement des 37 000 hommes, des canons, etc., qui étaient faits par la marine royale. Et il y avait toute une partie qui avait été donc attribuée à la maison cellière. C'était le transport de l'approvisionnement, du fourrage pour deux mois. Et c'était pas rien. Ce contrat-là a fait que la maison cellière avait 357, une flotte de 357 bateaux qui ont tourné dans toute la Méditerranée, donc pour amener les approvisionnements. Et le personnage central, celui qui était donc le chef de cette flotte à Alger, qui est un certain Adolphe Schner, lui s'est retrouvé dans une position, alors, outre les deux, donc très probablement secrètement le fait que c'est avec ces bateaux qu'a pu être détourné l'or et l'argent pillé, et ça c'est une partie de ce qu'il a fait. Mais quand les militaires se sont retrouvés avec des caisses d'or, il est évident qu'ils n'allaient pas repartir sur les bateaux de la Royale avec des caisses d'or. Donc, comme la maison cellière Adolphe Schner était un banquier, il pouvait échanger donc, de l'or contre des lettres de change, donc les militaires repartaient avec des lettres de change, et quant à l'or pillé, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les livres, eh bien, était acheminé par les bateaux de la maison cellière. Et on en trouve des traces. Moi, j'ai trouvé des traces, ça n'avait jamais été raconté. J'ai retrouvé donc deux briques remplies d'or qui sont arrivées à Nice, à Villefranche, à côté de Nice, pour des raisons évidentes. Ils avaient annoncé qu'ils arrivaient sur je ne sais plus, c'est Marseille ou pas. Hein, Marseille, oui. Ils devaient aller à Marseille, mais là, il y avait tout le monde, il y avait les douanes, la police qui étaient là, et donc ils ont été débarquer leur or à Villefranche, parce que Nice était dans le royaume sarde. Et donc, il y a donc eu un rôle très important fait par Adolphe Schner, à la fois aussi donc non seulement pour acheminer, pour blanchir, si on veut, de blanchiment de l'or et de l'argent, mais aussi il était en position d'acheter tout ce que les militaires ont pris comme marchandises, que ce soit les canons, que ce soit tout ça, et surtout les matières premières, la cire, tout. Et donc il pouvait acheter, comme c'était pratiquement le seul, cellière pouvait acheter à bas prix, l'acheminer et le revendre en France ou ailleurs avec des bénéfices colossaux. Donc dans les gens qui ont été destinataires de ces opérations-là, pour son compte, ou en tout cas en prenant des pourcentages sur ces opérations-là, il y a donc la maison cellière avec... et donc j'aimais plus que l'hypothèse que en récompense, quelques années plus tard, la maison cellière a disons, facilité que Schneider se retrouve à la tête des forges du Creusot, estimant ainsi qu'une partie de l'or d'Alger a financé une partie de la sidérurgie française. Voilà grosso modo ce que j'ai essayé de montrer dans Main basse sur Alger. Et donc maintenant je réponds à vos questions. J'essaie de répondre à vos questions. Ça c'est pas
Non, c'est bon. Il y a un lecteur de base. J'ai eu le plaisir de voir M. Payan, dont j'ai connais un petit peu l'œuvre pour avoir vu un certain nombre de ses ouvrages, les avions réguliers, depuis les bombes, depuis Bokassa, depuis l'argent sale, depuis Carlos et Jumeau, Le Monde, le journal Le Monde, et les affaires africaines et d'autres. J'ai lu avec beaucoup de plaisir l'âge que j'ai édité en 2004 et j'ai un certain nombre de questions qui sont liées beaucoup plus à l'écriture de l'histoire. Vous avez cité dans votre ouvrage un certain nombre de... Bon, vous êtes présenté comme Chouan, descendant de Chouan, et l'histoire de la chouannerie qui reste à écrire, n'est-ce pas? Vous avez cité François Maspero, qui a écrit un ouvrage qui a été édité en Algérie et qui donne une autre vision de l'histoire de la colonisation sur Saint-Armand. Vous avez cité Michel Albar, l'histoire d'un parjure. L'histoire d'un parjure sur le coup des montagnes, n'est-ce pas? Michel Albar. Et vous l'avez cité dans votre ouvrage, et vous avez cité bien sûr Marcel Emrit, l'historien anticonformiste, qui n'a pas eu Le succès. le succès escompté. Est-ce qu'il y a lieu, à partir de tous ces éléments, à tirer une leçon visant à pousser les jeunes Algériens à réécrire l'histoire qui est truffée, pas l'histoire officielle de Michelet et de Isaac et Mallet et autres, et de reconsidérer l'histoire qui a été truffée de contre-vérité. Une autre petite question liée à vos sources, vous avez cité souvent les rapports de Flandin. Quelle est la crédibilité qu'il convient d'accorder à M. Flandin, qui semblait quelqu'un d'assez léger, et qui était intéressé dans lui-même? Et s'il avait été désintéressé par le pouvoir de l'époque, peut-être qu'il n'aurait pas écrit. Est-ce que ça n'est pas excessif, ces rapports? C'est tout, merci. Je vais commencer par la dernière question. Si je n'avais eu que... je me suis retrouvé devant cette enquête comme si c'était n'importe laquelle enquête. Donc, avec le problème de la pondération des sources les unes par rapport aux autres. Il est clair que si j'avais eu que Flandin, j'aurais pas été plus loin. C'est évident, parce que le personnage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ambigu. Hein. On ne sait jamais, il alterne tout le temps entre le côté chevalier blanc et maître chanteur. Hein. Donc le côté maître chanteur fait qu'on peut toujours douter de ce qu'il est en train de faire. Bon. Mais cela dit, même en prenant cette source, il amène quand même plein d'éléments, et au bout du compte, il y a quand même un rapport du préfet de police, quand même. Hein. Il y a une enquête préliminaire, d'abord, et une enquête, même si je considère, moi, que même cette enquête-là, il faut la prendre avec des pincettes. Hein, parce qu'elle crédibilise seulement par le Flandin, mais elle va guère au-delà. C'est-à-dire, sur les chiffres, c'est bourré d'erreurs. Donc, autrement dit, Flandin tout seul, ce n'est qu'une source. Mais moi, je considère que, disons, mon apport, ce que je considère comme mon apport principal dans ça, c'est d'avoir amené les sources anglaises, parce que il est évident que quand Saint-John écrit ses rapports presque tous les jours, il ne pense pas à la publication d'un émérite ou d'un Flandin ou de quelconque. Je ne sais pas combien de dizaines, voire je ne sais pas combien de temps elles ont été confidentielles, mais en tout cas, c'était pas du tout fait comme publication, pour publication. Et donc ça, par contre, les rapports de Saint-John vont totalement dans le même sens, et même il va au-delà, parce que Flandin arrive à la conclusion,
Mais c'est évident, il n'a enquêté qu'à Alger. Il n'a enquêté que 15 jours, 3 semaines. Et lui, sa conclusion, c'est que ce n'est pas 50 millions qu'il y avait dans les caisses, mais c'est 150, et il arrive à la conclusion que 100 millions ont été détournés. Moi, je vais bien au-delà de Flandin, et je vais bien au-delà de Flandin, parce que j'ai trouvé donc les dépêches de Saint-Jaune, mais j'ai trouvé aussi les dépêches du consul de Danemark, les dépêches du consul de Hollande, les dépêches qui vont toutes dans le même sens. Alors, avec des variantes, je ne peux pas être assuré sur le chiffre exact. Évidemment, je ne peux pas. Pour moi, un des éléments importants, c'est l'histoire du cubage. Une des premières choses qu'a fait Flandin quand il a voulu contrôler, c'est d'amener, alors on n'appelait pas ça ingénieur, mais d'amener le capitaine Key avec lui. Et je trouve qu'il a eu un bon réflexe. Il était avec un des adjoints du Rastadji qui savait ce qu'il y avait dans les caves. Et on voyait les limites, que ce soit l'argent ou l'or, on voyait les limites où arrivaient les pièces. Et donc il a demandé à ce que les cubages soient faits, et donc chaque caveau, donc les cubages, et demandé ce qu'il y avait comme pièces. Et donc avec un rapport très simple sur la densité plus les vides qu'il y avait, il aboutissait tout simplement à un certain nombre de chiffres. Bon, il s'est trompé dans ses calculs, et moi j'ai repris les calculs et par cette méthode, il arrivait au chiffre de 150 millions. En réalité, comme il s'est trompé dans ses calculs, moi je les ai faits, on arrive à 242 millions. Donc, alors, pour revenir à ça, donc Flandin, tout seul, j'aurais rien fait. Mais il y a les consuls, surtout le consul, et il y a l'histoire qui n'avait jamais été révélée, l'histoire des 2 briques qui étaient trouvées à Villefranche. Alors là, toute l'histoire est là, dans les fonds de Nice, il y a tout est là. Et donc, c'est en tout cas cette histoire-là est la preuve que l'argent, les 50 millions, en tout cas, c'est plus. C'est au moins plus que les 2 briques. Alors, les 2 briques, il y a une estimation du chiffre, mais en tout cas, c'est plus. Et donc, même si... Alors, donc ça, il y a des archives donc, trouvées à Nice. Et puis, j'ai été dans... Très franchement, au début de mon enquête, je n'avais jamais pensé à ça. J'ai été travailler dans les dossiers de quarantaine. Et dans les dossiers de quarantaine, il y a des descriptions de ce qu'il y a dans les soutes. Et j'ai trouvé comme ça plein de traces d'or qui sont destinées à Cellière, qui sont destinées à tel et tel banquier. Donc ça encore, même si je ne peux toujours pas chiffrer avec exactitude, je vais toujours conforter l'hypothèse principale de mon livre, qui est de dire c'est bien plus en tout cas. C'est-à-dire que le chiffre officiel n'est pas le bon. Alors après j'ai fait une estimation, on peut la contester. Moi, je fais une énorme fourchette, disons, en dépassant le 4 milliards d'euros. Enfin, même si c'est 3,5, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus. Ça. Donc, mais c'est pas la source Flandin n'a été qu'une des sources de ça. Donc, Flandin tout seul. Alors ensuite, je ne peux qu'encourager évidemment les historiens algériens, parce que je suis sûr que j'ai trouvé cette niche là. Mais il est évident qu'il doit y avoir beaucoup d'autres niches où il y a des choses à trouver, et à force de trouver des choses, on peut recomposer, on peut avoir une autre vue de l'histoire générale. Ça, je ne peux que si mon livre pouvait, aux éditions Chia, pouvait susciter d'autres vocations, je serais même prêt à ce qu'ils me contestent, en me disant mais non, c'est un peu moins ou beaucoup plus. Donc voilà, si au moins ce livre a servi à ça, je ne peux qu'encourager les jeunes historiens, les vocations des jeunes historiens. L'aspect Talleyrand, vous n'avez pas beaucoup abordé Talleyrand dans la dette. C'est pas que je ne l'ai pas beaucoup abordé, c'est que j'aurais bien voulu l'aborder davantage. Mais vous émettez des hypothèses. J'ai notamment été voir le grand spécialiste de Talleyrand, là, qui a sorti un livre l'année dernière. Je cherche le nom, là, mais vous allez me le donner. Celui qui a publié chez Fayard l'année dernière, un extraordinaire bouquin. J'ai passé quelques heures avec lui. Il m'a conforté totalement dans l'idée que c'était que Talleyrand a fonctionné avec Bakri. Mais il n'y a pas, au-delà de ce que il y a sûrement, mais enfin moi je ne pouvais pas me lancer sur un travail d'1 an sur cet aspect-là. Mais c'est sûr que ça fait partie des choses. Il y a de quoi revenir. Moi je balaye en quelques pages toute l'histoire Bakri-Busnac, mais ça vaut le coup puisque c'est
puisque c'est à partir de cette histoire-là que l'histoire de la Régence a changé. Donc je peux là aussi qu'espérer qu'il y a des historiens algériens qui se plongent là-dedans, et il y a sûrement beaucoup plus de choses à trouver. Moi, je n'ai fait que, sur cette affaire-là, que donner le cadre, de resituer l'histoire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le trésor proprement dit, mais avant, après, voilà, j'ai suivi mon fil rouge, qui était l'histoire du trésor, et il y a encore beaucoup de choses à trouver, c'est évident. Et je suis sûr qu'un historien qui a 2, 3, 4 ans devant lui, même sur la propre histoire du trésor, je suis totalement convaincu qu'il peut trouver d'autres choses. Moi, j'ai lancé, par exemple, j'ai essayé de travailler, j'ai travaillé dans les archives de Turin, par exemple, mais je ne pouvais pas non plus y consacrer des mois. Quand vous faites une enquête, vous faites des choix. Bon, moi j'ai fait des choix, et bon, Turin, j'ai travaillé un peu, mais sûrement pas assez. Et puis j'aurais dû faire, j'ai travaillé pendant un an. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans les sources importantes, j'ai travaillé dans les archives, ce qu'on appelle les archives de poste, qui sont les archives de tous les consulats de France. Et donc j'ai essayé d'aller dans tous les ports, voir tous les archives de 1830, de tous les consuls autour de la Méditerranée. Et ça, c'est bon, j'y ai passé un certain nombre de semaines, mais là, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. Donc voilà, j'étais systématique. J'ai pas été, par exemple, dans les choses, j'ai pas été travailler dans les ports anglais. Je suis sûr qu'il y a aussi à travailler dans les ports anglais, parce qu'il y a de l'argent qui est arrivé par l'Angleterre. Il y a de l'or et de l'argent qui ont été dans les ports anglais et qui sont revenus sur la France. Bon, par exemple, là, j'ai fait ce choix mais il reste donc plein de trucs à trouver. Je suis totalement convaincu qu'il reste plein de choses. Bon, j'ai choisi parce que ça m'intéressait, l'histoire, parce que Bourmont m'intéressait, donc j'ai travaillé beaucoup sur les conspirations carlistes. Vous pouvez chercher tous les livres d'histoire, j'ai trouvé des choses que personne n'a jamais racontées sur l'histoire des caisses d'or. Et de l'échange des caisses d'or contre les lettres de change et tout, ça c'est complètement nouveau. Donc j'ai choisi tout ça, mais bon, voilà, il y a encore plein, je suis sûr, plein de choses à trouver. Excusez-moi, je suis là en place. Ah, pardon, excusez-moi. Quelqu'un m'a choisi, on va dire, je l'ai chez toi. Moi, ce qui m'a... C'est vous qui m'avez... C'est avec vous que j'ai été en relation, non? La chaîne 3? Non, c'est Venezuela, je l'ai je crois. Non, moi, j'ai une émission qui passe à la radio, qui parle de mémoire, qui s'appelle Décalayette. Et je suis tombé sur ce livre à la librairie Razzali, par hasard. Le titre m'avait interpellé, Main basse. Je connais Main basse sur la ville, c'est un film italien. Mais et mes mains basses sur la ville, je ne connaissais pas, donc j'ai feuilleté. Et cela m'a conforté sur ce que disaient mes grands-parents, qui venaient de leurs arrière-grands-parents, qui disaient que la France, comme on dit chez nous, la France, quand elle est arrivée en Algérie, a pillé non seulement le trésor d'Al-Raznadji, mais les maisons. Et nous avions donc une maison sur les hauteurs d'Alger, sur le vieux quartier de la Casbah. Et la France avait pillé non seulement les meubles et les bijoux et tout, mais des manuscrits avaient été pris. Bon, ça c'est une trop parenthèse. La France officielle, je parle de l'État, bien sûr, Machar de Beaumont, entre autres. Mais ce qui m'a beaucoup aussi intéressé quand je l'ai lu et qui m'a interpellé, c'est quand on parle d'Alexandre Dumas. Moi qui ai lu quand même Monte Cristo, je retrouve le baron Danglars, Gérald Morcerf, et j'aimerais savoir si vous pourriez me dire un peu plus sur M. Dumas quant à son regard sur cette Alger conquise. Merci. C'est une question... je ne vais pas me défiler, mais... Monte Cristo, je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Alors donc, parce que c'est un KPDP extraordinaire et tout. Donc, je n'ai pas... j'ai tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'ai senti, je l'ai mis dans le livre. Mais il m'a semblé évident que contrairement à ce que disait la Société des Amis, à tous les spécialistes de Dumas, il n'y avait pas qu'une histoire qui est née aux Antilles, etc. J'ai retrouvé dans l'histoire de Monte Cristo l'histoire d'Alger à l'envers. Hein. C'est-à-dire que l'argent est le trésor au service de la vertu ou le trésor au service du vice. Hein. Mais c'est complètement à l'envers. Et c'est vrai qu'il saute aux yeux que les deux personnages, on peut pratiquement mettre des noms, même si
Il y en a un qui est dans l'entourage évident de Bourmont, hein, puisqu'on parle d'une trahison juste avant la bataille de Ligny, ce qui est pareil que Waterloo, et puis on parle donc du général qui a été à la bataille de Trocadéro, c'est donc de toute façon Bourmont, donc l'un est complètement identifié comme étant dans l'entourage de Bourmont, et puis l'autre, bon, je pense qu'il est notamment inspiré par les missionnaires en général, et j'ai la faiblesse de penser que c'est sans doute Célière en particulier, mais je ne peux pas aller au-delà. La seule chose que, comme vous l'avez lu, ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est que dans son entourage, il y avait plein de gens qui étaient concernés par l'affaire d'Alger. D'abord, il est devenu, en 1833, l'amant de Marie Dorval. Marie Dorval, qui était l'épouse de Merle, qui est le premier à avoir fait un livre sur Alger, puisque c'était le secrétaire de Bourmont. Donc, disons que il y avait un lien, disons, indirect entre en tout cas, Dumas. Il y avait un lien sur cette histoire-là, mais Dumas, bon, il a une admiration, pour mes personnages en tout cas, il est proche de Louis-Philippe, de la duchesse de Berry, donc de Dorval, et puis encore un autre qui m'échappe pour le moment. Bon, mais je peux pas aller plus loin, parce que là, ça supposerait une étude, là aussi, il me faudrait une étude pour savoir si mon hypothèse, elle est véritable. J'ai évidemment lu pas mal de Dumas avec cette hypothèse-là. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il a décidé d'aller à Alger. Hein, puisque c'est à Marseille, quand il lit le Moniteur, hein, il a décidé, et on a le sentiment qu'il est d'accord avec Bourmont, hein, dans ce qu'on voit. Même si après, son Monte Cristo est un truc à l'envers, mais voilà, enfin, moi je peux pas, là non plus, c'est dans mes choix d'enquête, bon, disons que moi ça m'amusait de faire quelques lignes là-dessus, parce que je suis un passionné de Monte Cristo, donc de relier ça avec mon histoire, parce que j'ai vécu ça à plusieurs niveaux, cette enquête-là. Il y a un côté évidemment totalement sérieux, historique, mais il y a un côté de gamin aussi, qui est de chasse au trésor, parce que enfin, vraiment, quand je cherchais dans les dossiers de quarantaine, quand je trouvais une petite trace d'or, j'avais le cœur qui battait. Donc il y a un truc, enfin, pour moi, c'est une enquête qui m'a absolument passionné. Pour répondre à votre question, bah, là aussi, si quelqu'un d'autre pouvait travailler, hein, je veux dire que moi, Nous avons eu un entretien dans la chaîne Kabyle. Ah, d'accord. Vous savez, attendez que je donne quand même une précision qui ne manque pas de sel. C'est grâce à votre émission que j'ai su que mon livre avait une édition à Alger quand même. C'est quand même... c'est parce que j'entendais au fond du téléphone, bon, j'avais eu un entretien avec quelqu'un de la chaîne 3, j'entendais le mot 13 février, sorti du 13 février. Je me disais, mais comment ça se fait que mon livre qui sort en octobre, il sort le 13 février à Alger, je dis, trouve qu'Hachette, quand même, le groupe Hachette, il met du temps pour faire franchir ses livres, Et puis, à votre émission, j'entends Chiab, mais ça me dit rien, Chiab. Donc, et donc je me dis, en tout cas, c'est pas plomb. Hein. Chiab, c'est ce que j'avais entendu, c'était pas plomb. Donc, dès le lendemain matin, puisque c'était un soir, dès le lendemain matin, à la première heure, je téléphone chez Plomb, en disant, écoutez, je comprends pas très bien, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vendu mon livre à Alger? On me dit oui. J'ai dit, vous n'auriez pu me prévenir quand même. Et donc, dans l'heure qui suivait, j'appelais Alger pour venir à Alger. Voilà, l'histoire, c'est par vous que j'ai su que... Voilà. J'ai deux petites questions à poser. Je pense que l'intérêt de l'ouvrage se situe au niveau de la forme d'écriture, c'est-à-dire que vous voyez le récit, vous construisez des dialogues à partir de documents et vous vous êtes appesanti surtout sur cette période des premiers jours de la conquête. Mais il faut dire que si Robert Ageron ou Charles-André-Julien occultaient cette période clé des premiers jours de la conquête, beaucoup d'historiens algériens ont montré que le coup d'éventail n'était qu'un prétexte et que
sous la régence d'Alger, la première partie de la régence, la première période de la régence d'Alger, les terres alluviales algéroises étaient déjà louées à la France et à l'Angleterre. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un problème de sémantique? C'est-à-dire quand vous parlez de pillage, de détournement, c'est comme si le lecteur pouvait s'attendre à ce que ce trésor tombe entre de bonnes mains. Je ne sais pas si... Je veux dire, ça tombe sous le sens. C'est que Flandin, qui a passé toute sa vie à enquêter, essaie de montrer des détournements. Mais des détournements par rapport à quoi? Par rapport... Bon, c'est vrai que ce trésor est parti dans 4 directions différentes, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais c'est-à-dire que ce pillage est... Peut-on parler de détournement ou de pillage dans la mesure où c'est le fait historique lui-même qui est pillage, qui est détournement. La deuxième question... Bon, si j'ai bien compris, je n'ai peut-être pas employé de bons termes pour décrire une situation. Ça, je ne me battrai pas là-dessus. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que, essentiellement, si je résumais en 2 phrases, c'est pas le coup d'éventail n'était qu'un prétexte, et qu'une des causes principales, sinon la cause principale, était des raisons de nature financière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors après, que vous me contestiez le mot pillage, détournement, je ne me battrai pas sur la sémantique. Je n'ai aucune prétention à être historien. Moi, je suis enquêteur. Je le dis d'ailleurs dans mon livre, je n'ai pas de légitimité. La seule légitimité que je peux avoir, c'est de trouver un certain nombre de choses nouvelles. Si je ne trouve pas de choses nouvelles, je me fais tomber dessus à bras raccourcis par la communauté des historiens. Je pense avoir amené des choses nouvelles dans cette histoire-là, avec des bons ou des mauvais mots, une sémantique qui n'est peut-être pas au point. Mais je pense que les faits de chacun donc recorrigera si c'est pas le mot pillage qui compte. Moi j'avais envie de parler de hold-up, je voulais que le titre soit hold-up. On m'a dit non, c'est interminable. Alors là on m'a carrément empêché, on m'a dit c'est interminable, approprié pour l'époque, etc. Voilà, bon, je ne conteste pas, je ne suis pas du tout sûr que c'est les bons mots qui conviennent. La deuxième question est très simple. Le général, je le dis maintenant, qui a toujours retardé la des raisons politiques n'ont pas été explicité, mais vous allez me dire que je ne suis pas historien, mais j'accepte la critique. J'ai essayé seulement, parce que si je me plongeais là-dedans, je risquais de faire des contresens d'abord. Donc ce que je veux montrer, c'était globalement, la seule chose que j'ai mis comme... je crois que c'est une évidence même chez les historiens que j'ai pu consulter, les beaux labels, etc., c'est qu'il a volontairement ça. Bon, et puis je pense qu'il y a une raison, on voit ce qui se passe à Pelle, il est quand même nommé 3 fois ministre sous Louis-Philippe, ce qui me semble être, c'est pas une preuve, ça je veux bien vous l'accorder, j'ai pas fait de recherche spéciale là-dessus, je dois vous l'accorder aussi, mais enfin voilà, ça me semble, en tout cas ce qui est évident, c'est qu'il a retardé, et qu'il y a eu sur le bateau amiral, alors que le bateau amiral était proche d'Alger, si Bourmont demande à l'amiral Duperré d'arrêter comme ça, et que qui va débarquer finalement. Donc voilà, donc j'entends en termes d'historien, bon voilà, mais j'ai pas effectivement travaillé là-dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Il a été accueilli en France par les spécialistes, par l'université et le public. Je pense que les gens, le public, enfin non, le public, je ne sais pas le public. Le public, je vais en parler après du public. Ce que je peux savoir, c'est les réactions de la presse. Et c'est vrai que la presse, c'est vrai que je n'ai pas un profil lisse. Et donc, une fois de plus, j'ai dérouté, quoi. Une fois de plus, j'ai dérouté parce qu'on m'attendait
sur un scandale ou je ne sais quoi du 20e ou la fin du 20e ou 21e, et je fais un truc sur le 19e. Et puis, alors la presse aussi, vous avez tous compris que la presse ne m'est pas toute favorable. Le quotidien du soir principal, il est clair que n'allez pas me faire une critique même sur un livre, sur une période historique. Et donc j'ai senti, mais je ne peux pas avoir du tout des réponses de parano, ça n'a pas été. Alors est-ce que c'est parce que c'est moi? Est-ce que c'est parce que la période posait un problème? Est-ce que c'est parce que c'est les rapports avec la France et l'Algérie? Je pense qu'il y a des gens qui ont été frileux, parce qu'on parle beaucoup actuellement de rapprochement, on se dit le Péan, il va encore... il va en mettre une seconde au milieu, là, enfin, je sais pas, enfin écoutez, ça n'a pas été, en tout cas, j'ai eu un certain nombre, mais je n'ai pas passé le coup des paroles. Donc ça c'est un bon critère. Hein. Or un livre, comme vous le savez, il décolle avec la télé, dans une époque c'est comme ça. Mais alors le public par contre, malgré ça, j'ai été tout à fait stupéfait, puisque j'ai recontacté à cause de vous. Grâce à vous, pardon. Et donc, les chiffres de vente étaient quand même bien supérieurs à ceux que je pensais, parce que comme il n'y a pas eu beaucoup de presse, je croyais que le livre n'avait pas marché du tout. C'est pas un best-seller, s'il n'a pas fait 100 000 exemplaires, mais ça, il a marché correctement, et j'espère que c'est pas fini. Donc, la réaction... Alors, il y a un troisième... Alors là, je ne veux surtout pas avoir cette hypothèse-là, je la suggère juste seulement, mais je pense qu'elle est fausse. C'est évidemment, je vais vous dire la question que je me suis posée. Il se trouve qu'au moment où j'écrivais le livre, ma maison d'édition était rachetée par Sellière. Je crois que ça n'a rien changé, je pense. Hein. Mais je ne suis pas certain que des gens se soient dit, fassent de l'autocensure. Je ne pense pas que, j'espère, je ne pense pas que ça a changé dans la promotion du livre par Plomb qui venait d'être acheté par Sellière, je pense. Mais qu'il y ait des journalistes qui se sont dit « Oh, on va se mettre dans des trucs en recensant le livre de Péan voilà, je le cite comme ça, voilà. Je sais pas, en fait, pour être franc, je sais pas, mais il a marché correctement. En fait, alors, Hassan Bendif, je suis libraire. L'épisode, Sellière, en tout cas la constitution de la fortune de Sellière est très, très, très intéressante parce qu'elle nous enseigne sur une partie importante quand même j'allais dire, entre guillemets, de l'histoire économique de la France, n'est-ce pas? Les deux frères Sellière, donc, qui, de connivence avec le pouvoir de l'époque, etc., construisent leur fortune. Moi, je pense que c'est un aspect quand même. Donc, c'est un livre qui n'est pas uniquement, si vous voulez, sur l'histoire d'Alger, sur une partie de l'histoire de l'Algérie, mais en fait, sur aussi quand on sait, sur, si vous voulez, les fortunes colossales qui se sont constituées, dont Sellière a été, si vous voulez, l'un des acteurs principaux, à travers ce qu'il a fait, sa banque, tous les marchés qu'il a eus, et vous l'expliquez très bien comment il les a eus, c'est-à-dire les interventions, etc. Le principe de la concurrence était complètement évacué, donc il y avait déjà, c'était pratiquement du gré à gré, mais du gré à gré de très haut niveau, parce qu'il avait tout pratiquement, il avait pratiquement toute la chaîne économique, c'est-à-dire le commerce, l'industrie, les transports, les services, etc. Donc, moi, en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est cet aspect et quand on sait qui est Sellière aujourd'hui, parce que ce nom, c'est celui aussi du patron des patrons, le MEDEF, le patron du MEDEF. Donc, voilà, c'est juste, je tenais à dire que c'est quand même un aspect intéressant. Je veux dire, avec plein d'œil, de choses entendues, etc. Je précise que j'ai rencontré le baron Sellière. Je dois dire qu'il n'a pas manqué d'élégance, je reconnais. Je ne voulais pas me mettre dans une position de demandeur, de quémandeur, et donc voilà la façon comme j'ai pratiqué pour le... Je lui ai envoyé, j'ai réussi à trouver son mail, et je lui ai envoyé un mail
pour lui dire voilà ce que voilà, j'ai raconté, mais en 10 lignes, ce que j'ai sur la genèse de l'opération. J'ai dit voilà, pour des raisons familiales, je me suis intéressé à l'Ouest. Dans l'Ouest, je me suis intéressé à Bourmont. Bourmont, je me suis intéressé à Alger. Puis à Alger, voilà, qu'est-ce que je tombe sur vous? Enfin, je tombe sur votre et voilà ce que je compte dire. Je compte écrire que plus que probablement, les forges du Creusot ont été un pourboire de la maison cellière à Adolphe Schneider pour service rendu à Alger. Voilà ce que j'ai écrit. Si cette histoire vous intéresse, je suis à votre disposition pour en parler. Donc j'ai complètement inversé le truc, que ce soit lui qui me demande. Et effectivement, il a mordu à l'hameçon tout de suite. Et j'ai passé, donc il m'a dit oui, ça m'intéresse. Et donc j'ai passé 1h30 avec lui. Mais alors, je crois qu'il m'a dit la vérité, qu'il ne savait pas la vérité. Hein, mais je pense. Ou alors il est fort. Hein, il est encore plus fort que je pensais. Mais j'ai tendance à penser, parce qu'il avait l'air tellement cool, puisqu'en terminant l'entretien, il m'a dit si vous trouvez des traces d'or, vous me faites signe. Je pense que. Mais il n'a pas dit tout que c'était faux, tout ça, il m'a rien dit du tout, il m'a seulement remercié d'abord de lui avoir parlé de ça, et en plus, j'ai recontacté une autre fois parce que, bon, je crois que je suis honnête, donc j'ai trouvé que le principal opposant à la conquête d'Alger, qui était le député de la Seine, Alexandre de Laborde, était aussi son ancêtre. Autrement dit, et ça, donc il avait les deux côtés. Donc je lui ai écrit, et donc directement, je lui ai écrit en lui disant est-ce que vous êtes une parenté avec Alexandre de Laborde? Et il m'a répondu oui, c'est mon arrière, je sais pas quoi, arrière-grand-père. J'ai dit écoutez, voilà, je vais écrire aussi que vous êtes descendant du principal opposant. Donc voilà mes rapports que j'ai eus avec Célia. Je voulais quand même. C'était pas vraiment une question, mais je vais faire comme si c'était une question qu'on m'avait posée tout à l'heure. C'est-à-dire sur la méthode, parce que les historiens, évidemment, n'aiment pas la technique que j'utilise, c'est-à-dire la technique des, comment on appelle ça, des dialogues. Alors, je précise pour tout le monde que les dialogues qu'il y a dans ce livre, il n'y a pas mais l'ombre d'une invention. Alors, c'est une technique pour rendre la lecture du livre plus facile, hein, mais c'est stricto sensu. Enfin, tout est basé c'est uniquement une technique qui plaît pas aux historiens, ce que je comprends très bien, mais moi je suis pas là. Ça ne change rien du tout au contenu. Alors, vous m'avez posé aussi une question, comment les historiens ont réagi? Ceux que j'ai, évidemment, ceux qui n'ont pas bien réagi n'ont pas dit. Alors, comme ça, je peux pas dire. Il y en a sûrement qui ont réagi, mais enfin, j'ai eu un historien des finances qui m'a envoyé un mot très gentil en disant qu'il n'avait pas disons qu'il y en a 2 ou 3 qui ont manifesté que j'avais apporté du nouveau dans l'histoire et manifestement, ils ne m'en tenaient pas rigueur. Il y a un qui s'appelle Grilles qui m'a contacté, qui a fait d'ailleurs une conférence à Oran, donc lui-même m'a contacté et il voudrait que ça continue, qu'il y ait des choses là plus en place. Donc bon, tous n'ont en tout cas pas critiqué mon livre. Il y a un certain nombre qui trouvaient que, en tout cas, j'amenais un certain nombre de choses nouvelles. Maya Gasmi, je suis. Oui. Maya Gasmi, je suis correspondante de l'Express. Voilà. Donc, moi, je voudrais revenir à vos motivations profondes, en fait, parce que vous avez dit que vous avez rencontré un Beaumont, et c'est pour ça, en fait, au départ, c'était ça qui vous avait donné l'idée. Bon, personnellement, je ne suis pas vraiment satisfaite de cette explication. On sait que vous êtes un polémiste, voire un provocateur, et que chaque fois que vous faites un livre ou une enquête, ça soulève un tollé général. Est-ce que là, avec cette histoire, vous avez essayé de satisfaire votre curiosité personnelle seulement, ou alors
vous essayez de, encore une fois, soulever des lièvres, voire faire encore une polémique, mais qui dépasserait à ce moment-là les frontières et qui serait plus méditerranéenne que franco-française. Bon, je vous laisse la responsabilité de polémiste, tout ça. Moi, c'est pas, je me sens pas comme ça, mais c'est pas parce que je me sens pas que je ne suis pas. Enfin, bon. Moi, je me sens quelqu'un citoyen, qui essaie d'aller voir souvent derrière les coulisses, et puis et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, il y a longtemps que j'écris plus dans les journaux. D'abord, pour que je puisse proposer un sujet, je vous dis que j'ai une légitimité. La seule légitimité, c'est de trouver des choses nouvelles. Alors ça, si ça, trouver des choses nouvelles est un scandale, alors oui, mais je sais bien que c'est peut-être difficile à croire, mais moi, quand je fais un livre, c'est quand même d'abord un sujet qui m'intéresse et qui me passionne. Je n'ai jamais fait de livre de commande, j'ai fait que des choses qui vraiment, pour des raisons ou d'autres, je serais capable, vous parler pendant 2-3 heures, comment sur chaque enquête que j'ai pu faire, quelles sont les raisons. Mais je vais seulement... Alors, pour ce qui concerne dépasser les frontières, c'est de loin pas le premier. Hein. C'est quand même moi qui ai lancé pour la première fois comment la France a donné la bombe atomique à Israël. J'ai quand même raconté des histoires, c'est comment l'avion UTA DC-10 au-dessus du Niger. J'ai fait 2 livres là-dessus. Et j'ai fait plein de choses sur l'étranger. Donc il n'y a pas que le truc franco-français. Et alors quant au livre, alors moi je peux vous dire que je ne vois aucune raison que je vous montre sur cette histoire-là. L'explication ne va peut-être pas vous satisfaire, mais c'est la mienne. Hein. C'est que je peux vous la faire un peu plus longue, et ça vous allez peut-être trouver que la motivation est un peu plus claire. Quand je sors Affaires africaines en 1983, ça crée des problèmes, alors là, vraiment de la même nature que la face cachée du monde, à une différence près, c'est que là, j'ai eu des problèmes physiques, c'est-à-dire j'ai eu des menaces, j'ai eu des attentats, etc. J'ai, à cette époque-là, estimé que le vent soufflait trop fort, que j'avais un vrai problème avec ce métier, et qu'il était préférable que pendant un certain temps, j'arrête ce métier, parce qu'il y avait des choses qui m'échappaient trop, que c'était trop ça. Comme j'avais eu des menaces vraiment physiques très fortes, et quand même un attentat, ça m'a quand même un petit peu bouleversé, et pour des raisons que je suis incapable d'expliquer très longtemps, pour la première fois de ma vie, j'ai voulu aller voir un peu du côté de ma famille. Hein, d'où je venais, etc. Donc, ma mère m'avait raconté des légendes qui dataient de la Révolution. Et je ne savais pas si c'était que des légendes, et c'était d'un chef chouan. Je vous précise tout de suite que ça me posait quand même quelques petits problèmes idéologiques, parce que sans aller trop loin dans ce que je suis, je crois qu'au moins il y a une définition que je peux donner de moi-même, c'est que je suis très très républicain. Et donc, avoir un ancêtre chouan, ça me posait quelques petits... Et donc, j'ai décidé, ça satisfaisait 2 choses, c'est-à-dire je me suis retiré, j'ai enquêté pendant 1 an sur donc une autre époque, pour retrouver la trace de cet ancêtre, la trace de mes grands-parents, de cette époque-là, etc. Et pendant 1 an, j'ai surtout travaillé dans les archives départementales de Nantes et autour de Nantes. Et en travaillant sur cet ancêtre chouan, Jean Terrien, dit de Lyon, j'ai trouvé que son patron, en chouannerie, était un certain Bourmont. Et comme je suis un enquêteur sérieux, j'ai pris contact avec la famille Bourmont, et j'ai travaillé dans les archives de Bourmont à Bourmont, donc à côté de Candé. Et c'est donc j'ai travaillé, et je m'étais toujours dit qu'un jour je réécrirais sur Bourmont. Alors si cette explication ne vous satisfait pas, je suis désolé. Et donc
depuis cette époque, je fais des petits dossiers, je collecte tout ça, et je vous dis, sur mon ordinateur, j'ai au moins 200 pages, 250 pages qui ne sortiront sans doute jamais, parce que pour nous, on n'excite pas les gens. Et donc, sur toute la période de Chouabry, j'ai comme ça. Donc voilà la motivation. Et évidemment, je savais Alger. Donc je savais que si je faisais une bio, Alger serait au nœud de tout ça, parce que dans tout ce qu'il a fait, c'est ce que l'histoire retient le plus. Hein. Et puis j'ai fait une dérivation après, et alors là, je me suis pris au jeu complètement. Hein, je le dis, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est qu'il y a tout un côté. Moi, je suis vraiment. J'ai le cœur qui bat quand je fais. Comme je l'écris dans le livre, qu'importe il suffit que moi je sois persuadé que je le découvre les choses. Que ce soit vrai ou pas, ça n'a aucune importance. Pour moi, je suis dans un. C'est ça que j'aime faire. J'aime travailler dans les bibliothèques, je peux passer des heures, je peux trouver des connexions, je mets des hypothèses, elles sont fausses, je recommence, etc. Ça, c'est ça que j'adore faire ça. Donc, alors. Je dis, alors ce que vous appelez scandale, j'ai dit, moi, si j'ai fait un livre très historique sur la prise d'Alger, il n'y a pas une maison d'édition qui va me prendre un truc, si j'amène pas quelque chose de nouveau. Donc, voilà, mais alors après, comment moi, mon public, c'est d'abord un éditeur, il faut que je convainque un éditeur. Après, l'éditeur, lui, sort pas le public. Moi, je ne cherche pas à... Voilà, c'est tout. Donc, voilà, si je peux avoir éclairé votre lanterne, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, c'est ça, ce que j'ai dans la tête. Je vais faire deux petites digressions. Parce que souvent, le raisonnement de M. Bélier sur le balancière actuel, c'est que les 4 milliards dont vous avez fait l'estimation, il me semble que c'est une estimation en francs constants par rapport au trésor de l'époque. C'est une... L'estimation, je l'ai fait, je dis le nom d'ailleurs de la personne qui m'a aidé au ministère des Finances. Et d'ailleurs, je fais un prologue pour dire les limites du genre de l'estimation. Donc, il y a des limites partout dans l'estimation. Il y a des limites sur le chiffre lui-même, en francs de l'époque, et une deuxième, il y a des limites aussi dans la traduction. Je crois vous avoir dit que je ne suis pas... ce que j'affirme avec très grande force, que c'est très, très, très au-dessus de ce qu'on a dit. Je voulais juste m'arriver que nous... Il aurait fallu calculer les intérêts générés depuis 1930 et 1830 et on comprendrait maintenant que le petit CDR de maintenant est en train de racheter nos entreprises aux francs symboliques. Et de plus, avec notre conférence de la chaîne 2, il y a une petite sémantique, je pense, me semble. Nous n'avons pas joué le rôle de petite vierge effarouchée parce que pour l'époque, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir d'armée sans butin. Il ne pouvait pas y avoir d'armée sans viol. Il ne pouvait pas y avoir d'armée sans butin. Et à l'époque actuelle, jusqu'à l'époque actuelle, soit la guerre de 54 les vols ont toujours commencé, ont toujours continué. Mais La question peut-être. Non, j'ai dit que c'était un peu une petite digression que je voulais faire sur ce genre de propos. Non, mais j'accepte totalement. Je veux dire, c'est vrai que c'est vrai que la plupart des conquêtes ont été avec butin, mais moi je ne dis pas. Alors après, la contestation sur le chiffre, moi je l'accepte totalement. Je veux dire, sur les mots eux-mêmes. Mais la seule chose qui est quand même importante, c'est qu'en général, quand il y a butin, il semblerait en tout cas que les autorités de l'époque aient estimé qu'il y avait un détournement par rapport à ce qu'eux, ils estimaient de venir dans leur propre trésor, au minimum. Quand je dis détournement, c'est détournement par rapport à Paris. Bon. Alors le reste, bon, vous le caractérisez comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez, mais je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire globalement. On va faire un petit développement de questions. Il y a
Iman, Youssef et Monsieur. On va poser une trois questions en même temps. Monsieur P, on va... Oh non, j'arrive jamais à moi. Les uns après les autres. Slimane Tibboun, journaliste et auteur chez Chian. Je voulais vous poser une question. Moi, en lisant votre livre, qui est très intéressant, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de complaisance envers le Dey. Vous le présentez comme une victime de la conquête française. Ça m'a paru que vous n'avez pas été très loin avec ce personnage du Dey, parce que rassembler à l'époque la somme que vous estimez à 250 millions, et lui-même, quand il réclame à la France qu'on lui restitue l'argent du blé et tout, il dit c'est mon argent. D'où est-ce qu'il est venu cet argent? Quelle est l'origine de ce trésor? Faut pas, il y a deux choses différentes. Donc, pardon, c'est pas obligé. Donc, moi, je voudrais vous interroger sur deux aspects. Premièrement, est-ce que vous ne croyez pas, en victimisant le Dey, que vous avez été complaisant avec lui? Ensuite, quelle est l'origine de ce trésor? D'où est-ce qu'il est venu, ce trésor? Ça. Bon, moi, je sais pas, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai été complaisant avec le Dey. Je pensais être très... enfin, j'avais... Je vous laisse, puisque c'est vous le lecteur. Donc moi, j'avais le sentiment d'être neutre avec le Dey et de ne pas me poser de questions. Je rapporte les analyses faites par la France qui vont estimant que la plupart vont être contents du départ du Dey. Donc moi, là-dessus, je me suis pas, en tout cas, je l'ai pas senti cette complaisance. Si vous la sentez, je ne peux rien dire. Mais l'autre, d'où vient le trésor? Alors, le trésor, moi, je ne parle dans cette affaire que du trésor de la Régence qui n'appartient pas au Dey. C'est comme le trésor d'un État, c'est tout simplement ça. C'est donc, il avait son propre trésor, et ça, il a eu l'autorisation de l'emporter, sa propre fortune personnelle. Hein, ça c'est une chose, et qu'en ce qui concerne, il n'avait pas le droit, lui en tant que tel, de pouvoir prendre l'argent dans les caveaux. Il appartenait, si mes vous contesterez peut-être, je ne sais pas, que ça appartenait en fait aux janissaires, et que, mais pas en tout cas au Dey. Il n'avait aucun droit de regard, et celui qui gérait, c'est le Rasnadji, et c'est tout. Donc, alors d'où venait cet argent? Ça, on m'a posé la question, je suis incapable d'y répondre, sauf je suis incapable de savoir la limite entre les deux grandes masses que je peux vous dire, c'est que jusqu'en 1819, il y a eu le produit des courses barbaresques, hein, et quant au reste, il y avait tout simplement les recettes dépenses de la Régence. Mais alors, quelle est la part de ce qui restait des courses, et des rançons, et quelle est la part du fonctionnement de l'État? Je suis incapable de vous le dire. Hein, et je crois que personne n'est capable de le dire. Alors, si vous savez, alors... J'allais vous poser une question, vous demandez si vous avez vu le miroir. Oui, évidemment, je le cite même abondamment. Mais je crois que là, vous êtes en train de répondre sans apporter certaines choses qui sont dites à l'intérieur. Oui, entre autres, c'est que le trésor d'Alger, à travers le miroir, on sait que depuis la conquête d'Alger par les Ottomans, s'est constitué ce trésor, et qu'il y a plus de rentrées d'argent qu'il n'en sort. On sait comment le Dey était Ah oui, c'est ce que je dis, j'ai pas dit le contraire. Non, mais oui, mais par contre, on ne peut pas savoir si la moitié quand les Français arrivent, si la moitié de ce qu'il y a via des courses, il y a si c'est les 3/4, il n'est pas dit dans le miroir. Non, mais il écrit dans le miroir que quand on a transporté, quand on a changé de lieu du trésor, quand on l'a ramené du Tumina, on a cité le nombre de voyages qui s'est fait, comment a été transporté ce trésor, en quoi il était constitué, en pièces d'argent essentiellement, d'or, aussi, etc. Il y avait une estimation qui a été faite par Jean à l'époque. Je ne sais pas, j'ai pas L'estimation, il y a deux grandes estimations. Il y a William Scheller, qui était le consul américain, qui a écrit un livre en 1828, je crois, et il y a les estimations françaises, et les estimations de l'époque, c'est entre 100, j'entends, trésor stricto sensu, c'est-à-dire ce qu'il y a sous le divan.
Et les estimations à l'époque varient entre 150 et 300 millions de francs de l'époque. Voilà les estimations qui étaient à l'époque. Et voilà. Mais il est certain aussi que le Dey d'Alger, quand il est parti, il n'avait pas une si importante fortune personnelle. Je le mets, le chiffre, je crois que c'est l'ordre de 6 millions de l'époque, et puis je ne sais quoi, mais ce qui était déjà beaucoup d'argent, mais il avait une fortune personnelle et qui n'a rien à voir, avec le trésor proprement dit. Une autre réponse aussi, enfin je ne sais pas, mais dans le miroir, on lit que les archives d'Alger ont été brûlées. Il n'y avait pas d'imprimerie, donc c'était tout le lieu, toute la région des copistes. Et il est certain qu'à ce moment-là, Je suis incapable de vous citer toutes mes sources là sur le moment, mais moi il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par Temimi et par d'autres, comme quoi en tout cas au moment de la conquête, il y avait l'affirmation française comme quoi il n'y avait pas de livre comptable sur la terre est fausse. Voilà, c'est tout. Alors après, qu'est-ce que sont devenues ces archives? Mais en tout cas, elles étaient fausses. Alors est-ce que c'est parce qu'on les a brûlées à ce moment-là? Je ne sais. C'est une question sur les archives. Vous avez cité un certain nombre de lieux où vous avez été faire des recherches d'archives, en Angleterre, en passant notamment par la France, etc. Vous voulez savoir, oui, des archives, s'il y en a, sur justement la maison cellière et la construction de la maison cellière. 2, éventuellement, sur la maison Schneider, le maître des Forges. 3, évidemment, on comprend bien qu'il y a eu un grand travail de banque, à un moment donné, pour blanchir cet argent, entre guillemets. Oui, justement, des archives bancaires. 4e question concernant les archives. Attends, je vais me paumer là. Cellière, Schneider, banque. Et puis, la 4e, est-ce qu'il y aurait des archives, éventuellement, de l'Empire ottoman, c'est-à-dire en Turquie, sur cette question-là? Attendez, sur ces 4 questions-là, je peux vous dire que je me les suis posées drôlement. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. D'abord, les archives cellières. C'est évidemment, donc, il y en a des archives cellières. Et elles sont situées, c'est les archives du travail à Roubaix. Et donc, j'ai pris contact avec les archives de Roubaix, et à ma grande surprise, alors que je savais que les historiens de la période avaient eu accès à ces archives, moi, Péan, j'ai pas eu droit. Donc une discrimination totale, et qui a refusé, c'est pas les archives nationales qui ont refusé, c'est l'exécuteur testamentaire, mais c'est pas le parent cellier en réalité, hein, je ne sais plus la comtesse, je ne sais plus comment, et ils ont eu la gentillesse aux archives de Roubaix, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, de m'envoyer la copie de la lettre qui me refusait. Et le prétexte évidemment était fallacieux. La dame en question disait qu'elle voulait garder ses archives pour son fils, pour qu'il puisse écrire l'histoire de la maison cellière. Ce qui est faux, puisque un certain nombre de gens d'historiens avaient eu accès. Première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, si j'avais eu accès, les archives ont eu la gentillesse de me dire que, je crois que c'est en 1949 ou 1950, la dite exécutrice testamentaire avait fait brûler tout ce qui concernait les rapports entre Cellière et Schneider. Je ne peux en tirer aucune conclusion par définition. Je peux seulement constater que alors il y a peut-être rien dedans, hein. Mais enfin, en tout cas, j'ai donc essayé de trouver les archives. J'ai évidemment essayé de trouver les archives de Schneider. Apparemment, ce côté-là, donc il y a l'écomusée du Creusot, il n'y a rien. Sur ces tout sur les canons, tout sur les machines à compresser, tout ce que vous voulez, mais sur ces questions-là, il n'y a rien. J'ai voulu aussi
pouvoir consulter les échanges de correspondance autour de, enfin disons, 1830 et autour de 1830, entre tous les membres de la famille, entre notamment les deux frères Schnell qui correspondent énormément, Adolphe et puis son frère, et puis les correspondances cellières. Et ça, Catherine Schnell a été très sympathique avec moi. Je suis obligé de la croire sur parole, puisqu'elle m'a dit qu'elle a cherché pour moi et qu'elle n'a rien trouvé. Donc voilà pour ce qui concerne. Donc j'ai vraiment, en tout cas, je peux être sûr vous répondre sur une chose, j'ai essayé. Bon, alors c'est pas fini. Vous m'avez dit les banques. Évidemment, j'ai d'abord consulté les meilleurs auteurs, notamment tous les gens qui étaient autour de Bruguière, qui sont des spécialistes des questions, et où j'ai appris qu'il n'existe pratiquement plus rien sur les archives de banque, sur les trucs très, très pointus. Je me suis mis en rapport avec Rothschild Londres, et Rothschild Londres, il y a une page que j'ai eue où on peut, mais comme elle est que seule, je ne l'ai même pas mentionnée parce que c'était pas assez pour pouvoir en tirer une quelconque conclusion, puisque j'ai cherché, je savais le nom de la banque anglaise qui est en rapport avec une banque à Paris pour transporter un certain nombre de lingots. Mais j'ai là aussi, malgré mes efforts auprès de Rothschild, est-ce qu'il existe des choses, est-ce qu'il n'en existe pas? Ce que j'ai ne permettait pas en tout cas d'aller au-delà. Hein. Mais je suis rassuré par les gens de toute l'équipe Bruguière qui apparemment, vous m'avez posé encore les quatrièmes. Alors turc. Alors, je peux vous dire ce que j'ai fait, ce qui n'est pas une preuve qu'il n'y a pas. J'ai mobilisé beaucoup de gens, parce qu'il faut parler ottoman, enfin il faut trouver des spécialistes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été évidemment à Aix, voir un peu ce qu'il y avait comme fond, le fond ottoman, dans la partie qui était traduite en tout cas. Hein. Et puis j'ai pris attache avec Istanbul pour voir si... Et parce que moi, ce que je cherchais, je ne pouvais... Voilà, mon hypothèse, c'est que le Hasnaji et les principaux Turcs qui s'étaient retrouvés disons à la fin du mois d'août 1830, s'étaient retrouvés à Smyrne, ils avaient bien fait un rapport, c'était passé. Et donc là-dessus, j'ai trouvé, malgré tous mes efforts, chez les plus grands spécialistes, j'ai pas trouvé de choses, qui n'allaient au-delà. Mais ça là aussi, ça fait partie des choses que je suis persuadé qu'il existe des choses, c'est pas possible. C'est étonnant. Oui, exactement. L'Empire ottoman était excessivement précis. Absolument. Donc moi, là, c'est bon, là, je ne peux répondre seulement à vos questions que j'ai tenté. Hein, et il y a des moments où je sais qu'il n'y a plus, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait. Hein, quand je dis que les archives ont été brûlées, est-ce que dedans, évidemment, en plus c'était la période 1830-1836, je crois, un truc comme ça. Donc, en tout cas, s'il y avait, il n'y a plus, ça c'est sûr. Voilà. Donc, allez au-delà. On laissera monsieur pour deux dernières questions, et puis on essaiera de clôturer le débat, mais on restera quand même en 30 d'infos et on continuera. J'aurais une petite question, une digression, si vous permettez. La question, est-ce que vous avez eu entre les mains le journal de bord d'un commandant de la marine, Maloré, qui a participé à l'expédition de Toulon, en passant par Mahon et Alger pour ces différents. Et il raconte la passation des clés entre, cette fois-ci il ne parle pas de Khaznaji et de Bourmont, mais parle de deux Bourmont et du D. Et le D aurait remis les clés en disant qu'il y avait 183 millions de francs or. C'est de la main de Maloré. Hein, et qu'il avait parlé de la cassette de bijoux de sa femme qui avait utilisé un des généraux. Il a réclamé, parce que
de Bourmont voulait en quelque sorte corrompre le dé, disons, de prendre quelque chose pour lui. Et de Bourmont, le dé avait dit non, non, c'est sacré, je ne touche pas, c'est le trésor public. Je n'ai pas à y toucher. Par contre, je vous demanderai de restituer la cassette de bijoux de ma femme, évaluée à 500 000 francs or, qu'avait utilisé l'un de vos généraux. Si vous les faites passer, je vous le montrerai. Bon, il y a ça. Ce Maloré a été le commandant du bateau qui a amené le dé avec 52 personnes sur Naples, les Livournes sur Naples. Bon, cet aspect, quelle est la part de vérité qui je n'en sais rien. Je me pose une question. Vous parlez de la passation de l'Office et que le consul général Saint-John, consul oui, a joué un rôle d'intermédiaire et que le dé n'a pas traité directement. Il a délégué ses pouvoirs au prince d'Égypte. Bien ça. Alors que Maloré parle de... Bon, bien ça. J'en retiens de ce que vous dites. Je n'ai pas vu ça. Hein. Pour la peine que je... Alors ce journal de bord a été édité en 2000 à Alger par un compte d'auteur et c'est passé... J'espère que je le trouverai ici. Alors peut-être chez Chia, peut-être... Enfin, bon, j'ai pas vu. Alors, la digression, si vous permettez. Puisqu'on parle de sous, on parle de trésor, vous avez traité dans Genoux, David, de Genoux, François Genoux, qui est suisse, et vous avez parlé de Carlos, en fait, de Hitler à Carlos, extrémiste, hein, et vous avez eu à traiter le trésor de guerre du FLN. Est-ce que les éléments que vous avez eus, vous les avez rendus totalement, ou bien il y a d'autres éléments qui... Alors écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est avec les éléments que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai plein de documents là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais trouvé. Est-ce qu'il y a des choses encore à trouver peut-être? En tout cas, c'est pas moi qui vous fais. Et aussi l'aspect de Carlos et l'Algérie. Voilà, je vous remercie. Là-dessus, sur Carlos et l'Algérie, je n'ai aucun élément spécifique, puisque moi, là, c'était par les yeux de Genoux que j'ai traité Carlos. Hein. Comme je l'ai écrit, Carlos et Genoux étaient Carlos considérait Genoux un peu comme son père. Et donc j'ai la correspondance entre Carlos et Genoux. J'ai la photocopie de tout ça. C'est incroyable. Mais pour... voilà, en général, si je ne dis pas, c'est parce que je trouve que et en ce qui concerne le trésor, j'ai exploité tout ce que j'avais, hein, ce qui ne veut pas dire que j'ai tout. Hein. Et alors, je ne retiens de Maloré, hein, je ne le connaissais pas d'abord, je retiens qu'une chose qui va dans mon sens, qui est normal, c'est que, en tout cas, 183 millions, c'est beaucoup plus que 50. Hein. Donc ça va dans le même sens. Alors le reste, après, chacun sait que les témoignages sont fragiles et que chacun voit ce qu'il croit voir, décrit ce qu'il croit voir. Bon, mais 183 millions, ça va plutôt dans le sens qu'il y avait beaucoup plus. Le précédent D. Une précision. Le précédent D du Michel, pour du déménagement, a institué de la Djedina à la Casbah, a institué un couvre-feu de 3 jours pour pouvoir déménager le trésor de la Djedina à la Casbah. Et on raconte, les vieux Achérois racontent que durant ces 3 jours, on n'entendait que les sabots des mulets. Alors ça me démontre l'importance du trésor qui existait. C'est l'image. Merci de cette histoire. Oui, merci à vous tous. Écoutez, j'espère seulement que j'ai répondu, en tout cas j'ai répondu comme j'ai pu à vos questions. Et voilà,